Un certain arrobase président Omari n'est pas le mien. Ce n'est pas mon compte, donc c'était fond compte. J'ai même déjà écrit, j'ai saisi Twitter officiellement pour qu'il puisse procéder à la fermeture de ce compte. Et le mien, tout le monde le connaît, c'est arrobase Omari-du-bas cons. C'est ça mon compte officiel. Le reste n'est pas le mien. Donc les gens, ils s'organisent pour monter des faux comptes. Dès que le faux compte est monté, à partir de cela, ils commencent à distiller. Et tout le monde croit que c'est vous qui êtes à la base de toutes ces déclarations qui se font. La cybercriminalité a élu domicile en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays du monde, dont est victime Constant Omari Selemani, président de la Fédération congolaise de football association. D'où l'implication des autorités compétentes s'avère nécessaire pour décourager cette pratique. Alors, si ce plateau, nous avons les deux spécialistes, donc ce qui est arrivé à Omari peut arriver à tout le monde, et c'était déjà arrivé au président de la Renaissance, évêque Mukuna, lui aussi, son compte avait été piraté. Alors, on commence par les commencements. Piratage informatique. Qui sont les pirates? J'ai vu dans le Google, le pirate, c'est un spécialiste en informatique dont les actions sont nuisibles. Les pirates, c'est un spécialiste qui utilise ses connaissances de façon nuisible. On les appelle également les activistes. N'est-ce pas? Alors, ce sont les définitions que moi j'ai prises au Google. Mais j'ai jugé utile de faire venir sur ce plateau des spécialistes dans ces domaines pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est même plus dangereux que le coronavirus, ce qui nous arrive avec le piratage en informatique. Alors, chers amis, comment définissez-vous le pirate? Qui est pirate? Christian. Ok, merci. Déjà, un pirate informatique, c'est quelqu'un qui utilise ses compétences pour nuire. Mais on ne parle pas encore de piratage informatique, parce que si on les laisse en français, on n'aura pas une vision trop claire. On revient en informatique, on parle des hackers. Des hackers, c'est des personnes à la base, ça a commencé aux États-Unis, c'est des personnes à la base qui étaient très forts en informatique. Et maintenant, ils aidaient aussi des technologies à avancer. Par exemple, la société AT&T des États-Unis, la société américaine. Et ils ont commencé à utiliser, lorsqu'ils ont commencé à utiliser leurs connaissances pour nuire, on les a catégorisés d'office. On a dit, voilà, vous êtes hacker. Hacker, c'est quelqu'un qui maîtrise bien un métier. Je donne l'exemple d'un médecin. C'est aussi un hacker. Mais un médecin sait très bien que s'il vous pique une seringue vide, vous allez mourir. C'est ça. Mais il ne le fait pas. Il sait qu'il peut piquer une seringue juste pour soigner quelqu'un. Et maintenant, on catégorise les pirates en plusieurs branches. Il y a ceux qui font le mal, on catégorise les hackers ou les pirates dans plusieurs catégories. Ceux qui font les mal, ceux qui font les biens. C'est les hackers white. Je veux en arriver. Tu vas en arriver, très bien. Ceux qui font les mal, ceux qui font les biens, ceux qui font souvent les biens, souvent les mal, et ceux qui cherchent à faire afficher ou à faire apparaître la vérité. Maintenant, ceux qui font les biens, on les appelle des white hats, donc des pirates à chapeau blanc. Donc c'est des personnes qui sont là pour aider des entreprises et des particuliers à protéger leur système informatique. Donc ils ne sont pas nuisibles. Ils ne sont pas nuisibles. Mais ils savent comment attaquer. Parce qu'on ne peut pas protéger, c'est ça. On ne peut pas protéger une infrastructure, ou un militaire ne peut pas protéger quelqu'un de personne sans savoir comment se défendre. Exactement. Donc un pirate d'office, c'est quelqu'un qui sait, au fait, un pirate white hat ou chapeau blanc, c'est quelqu'un d'office qui sait comment attaquer, mais il utilise ses compétences pour au fait protéger des infrastructures numériques. Très bien. Et ensuite nous avons des pirates great hats, donc des hackers grey hats, donc ou en français pirates à chapeau blanc. Voilà. Pardon, chapeau gris.
pirate à chapeau gris, et ce sont des personnes, souvent, il est dans les biens, souvent on les paye l'argent, il fait du mal, souvent, ils sont résistants. Mais d'office, quand il fait les biens, on va l'appeler white. Quand il fait les mal, je vais en arriver. Il y a encore la troisième catégorie, c'est les pirates à chapeau noir. Ah, ceux-là, ce sont les dangereux. Les dangereux. Et ils sont là juste pour nuire. Juste pour nuire. Exact. Et il y a aussi également des pirates script kiddie, ou des personnes qui n'ont pas des compétences en informatique, mais on a créé un logiciel qui facilite les choses, par exemple pour craquer les mots de passe des ordinateurs ou faire des choses. Donc il utilise une application, mais il ne sait pas au fond ce que ça fait derrière. Et nous avons ensuite des pirates suicides, par exemple que je donne l'exemple, il y a une organisation, un jeu concours un jeu concours à la cité, et après les votes, en réalité, les votes qui a été publiés n'étaient pas vraiment vrais de ces jeux concours-là. Et maintenant, le pirate qui est là, il sait très bien que quand il va pénétrer les systèmes pour faire sortir la vérité, c'est illégal, mais il le fait quand même. Là, il est dans la catégorie suicide. Donc c'est un peu ça, le piratage. Mais quand vous emmenez ça en informatique, en français, on parle des pirates. Déjà, ça sonne très mal. Mais en français, en anglais, quand on parle des hackers, c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord une technologie. Très bien. Et maintenant, pourquoi est-ce que le piratage informatique, pourquoi est-ce que la sécurité informatique, actuellement, est indispensable pour tous? On va y arriver. On va y arriver, Matala, Christian. Alors, bienvenue Ngoma. Vous avez un mot à ajouter par rapport à la définition du pirate? Oui, bien sûr, pour ne pas répéter ce qu'il vient de dire, il y a ce qui est encore plus grave, c'est au-delà de toutes ces personnes qui maîtrisent de la technologie, toutes ces personnes qui maîtrisent juste l'utilisation de certains outils pour attaquer les autres, il y a aussi nos voisins, nos membres de famille, nos collègues, nos collaborateurs, qui peuvent jouer le rôle du pirate informatique aussi. Pour le cas que nous venons de suivre tout à l'heure, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise forcément l'informatique. En fait, il a juste créé un compte similaire au compte de M. Constant Omari. Et les gens ne tenant pas en compte de l'exactitude du nom de la personne sur le compte Twitter. Et voilà pourquoi les gens ont cru que c'était lui. Donc voilà, cette personne-là n'a pas fait vraiment, n'a pas pénétré, n'a pas utilisé des compétences spécifiques. Il a juste essayé de faire quelques manipulations des personnes qui vont sur Internet. Donc ça aussi, il y a des façons de pouvoir sécuriser. Donc vraiment, c'est au-delà de toutes les compétences techniques très poussées, il y a aussi ces personnes malveillantes qui peuvent faire des actes très, très mauvaises, que ce soit dans une entreprise, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie courante. Exactement. Alors, comment est-ce qu'ils procèdent? Comment est-ce qu'ils font pour rentrer, violer les comptes Twitter de quelqu'un? Déjà, il y a plusieurs possibilités. C'est ça. Il y a plusieurs possibilités. Exactement. La première procédure qu'ils peuvent faire, ils peuvent s'attaquer directement au serveur. Au serveur, par exemple, de Twitter. Ils peuvent faire des attaques qu'on appelle force brute, des logiciels qui sont là pour deviner. Je pense que vous avez déjà regardé des films. Il y a une porte électronique qui est verrouillée, même si vous suivez 24 heures chrono, et quelqu'un qui n'a pas le mot de passe, qui emmène un module, qui insère là, et ça commence à écrire des chiffres. C'est-à-dire, si le mot de passe était 4526, lui, il commence à écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il y avait un 4, ça retient 4 à côté. Et il va deviner, et puis ça va passer. Mais ces genres des attaques peuvent prendre du temps. Ça peut prendre 2 à 3 jours, voire même une semaine, si et seulement si la personne avait un mot de passe complexe. Par exemple, il a mis arrobase, il a mis dièse, déjà ça joue avec la protection. Exact. Et le deuxième type d'attaque cybernétique, ils utilisent des scripts qu'on vous envoie par mail. Je vous envoie un lien, et dès que vous cliquez sur les liens, vous êtes compromis. Je ne préfère pas vraiment expliquer clairement, sinon c'est emmener les gens à faire le mal. À faire ça. Oui. Parce qu'il y a ceux qui sont tentés de nous suivre et qui prennent juste. Tout à fait, voilà. Oui, tout à fait. Et il semble qu'ils se servent de quoi? De leurs ordinateurs? Oui, ils se servent de leurs ordinateurs. Ils peuvent aussi se servir de leur téléphone. Parce qu'un téléphone, c'est un ordinateur. Pas seulement les PC, mais aussi les téléphones. Aujourd'hui, avec les téléphones,
toutes ces attaques cybernetiques peuvent se faire. On prend beaucoup de risques aussi avec les téléphones. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est ça, Ngoma? Effectivement, que ce soit un ordinateur, que ce soit un téléphone, il peut l'utiliser pour, par exemple, je vais créer un compte qui est similaire au compte d'une autorité. Donc je mets un point juste au milieu entre peut-être le nom et le prénom, qui fera la différence entre le vrai compte et le mauvais compte. Donc là, je peux utiliser mon téléphone, tout comme je peux utiliser mon ordinateur. Donc voilà, donc avec les deux, on a des possibilités de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, il existe des outils vraiment gratuits et accessibles sur Internet. Tout le monde peut, s'il a juste le mot qu'il faut, il peut juste aller sur Internet et puis il utilise un outil, d'ailleurs il ne télécharge rien de son ordinateur, il utilise un outil qui est juste en ligne et puis ça lui permet de faire ce que Christian vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire il génère un email vous incitant à cliquer sur un lien qui vous dit, un exemple comme ça, vous venez d'être piraté par monsieur X. Donc vous devez confirmer que c'est vous qui vous êtes connecté tout à l'heure pour que nous puissions valider cette connexion. Alors là, vous êtes pressé maintenant? Vous êtes pressé, vous devez agir. Parce qu'on vous dit déjà que vous venez d'être piraté. Donc directement, vous allez vouloir cliquer. Oui, tout à fait. Et quand vous cliquez, vous n'allez pas tenir compte du lien qui sera au-dessus sur la barre où on écrit www, qu'on appelle barre d'adresse. C'est ça. Vous n'allez pas vous rendre compte de ça. Vous n'allez pas vous rendre compte que c'est exactement Instagram, ou bien c'est Facebook, ou bien c'est Google. Vous n'allez pas vous rendre compte. Exact. Et comme vous devez confirmer vos identifiants, donc vous allez bien mettre votre numéro de téléphone et votre adresse email, et votre mot de passe. Et donc en réalité, le mot de passe que vous avez saisi n'est pas parti chez Facebook ou chez Google, mais c'est parti auprès de la personne qui a initié cette action-là, sans avoir les compétences techniques les plus poussées. Donc juste sur Internet, il arrive à le faire. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qu'on est réellement en danger, et c'est quand même quelque chose qui est beaucoup négligé aujourd'hui, la cybersécurité. Mais il faut en tenir compte parce que là, on vient de suivre les conséquences. Quand on dit les conséquences sont réelles, donc elles sont vraiment réelles. Donc là, on vient de vivre vraiment une conséquence qui a poussé même à une autorité d'aller porter plainte officiellement parce qu'il a été piraté. Alors, il semble aussi que ces pirates enquêtent parfois sur sa cible avant, cherchent toutes les informations nécessaires liées à la personne, et puis dès qu'ils vont trouver ces informations sur les réseaux sociaux, le travail de piratage commence. Exactement. En fait, moi personnellement, je suis certifié hacker éthique. Donc, je suis hacker chapeau blanc. Chapeau blanc. White hat. White hat. Alors, par rapport aux différentes procédures pour arriver à s'infiltrer dans le compte de quelqu'un ou dans un réseau d'une entreprise, il y a une première partie qu'on appelle la partie de reconnaissance. C'est-à-dire que vous prenez tout votre temps. Le vrai pirate expert, il prend tout son temps pour récolter le maximum d'informations. Il arrive des fois où même la publication d'un post sur Internet d'un informaticien pour votre entreprise devienne une faille contre votre société. Ah, c'est ça. Parce qu'il suffit de mentionner certains éléments dans cette position qui est mise en vacances, ça peut lui donner des informations sur ce que vous utilisez dans votre infrastructure réseau et télécommunications. Et de là, il peut partir de là pour pouvoir attaquer. Donc, l'attaque, c'est vrai que pour la partie expert, ce n'est pas aussi facile comme certains le disent aussi. C'est ça. C'est très compliqué. Mais quand il prend beaucoup de temps pour s'informer, et l'information, des fois, nous, on a du mal à pouvoir la contenir. On la rend publique. Je vais vous parler d'un exemple j'ai rencontré ici à Kinshasa, un expert du numérique, vraiment chevronné du réseau et télécommunications, dans une très grande société, mais avec qui on était en train d'échanger. Et en échangeant, il était en train de se vanter des différents équipements qu'ils utilisent avec les noms, les modèles de ceux qu'ils utilisent pour sécuriser leur réseau, pour me rassurer que leur réseau est sécurisé. Donc à ce stade-là, déjà, vous voyez que ce n'est pas un expert de la cybersécurité, c'est un expert du numérique, télécom et tout ça, mais qui n'a pas été assez sensibilisé sur la
partie cybersécurité. Donc, il m'a fourni des informations et il n'était même pas en train de s'en rendre compte. J'étais en train de noter. Et après, je lui ai dit, mon cher ami, prochainement, ne fais plus ça. Voilà ce que, pendant qu'on était en train d'échanger, voici ce que j'ai noté. Donc cette partie-là déjà peut me permettre, si j'étais une personne malveillante, de pouvoir accéder à leur infrastructure, tout simplement parce qu'il m'a facilité la tâche en fait. Il m'a déjà donné tous les éléments que je pouvais chercher de manière très technique, mais il me les a déjà fournis. C'est ça. Donc voilà un peu cette partie-là de reconnaissance où il faut passer beaucoup de temps à rechercher les informations et récolter. C'est ce qu'on appelle reconnaissance. C'est ce que les pirates font. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, les white hats, pour bien préciser, les white hats, en fait, eux, ils font maintenant tout ce qui est test d'intrusion. C'est-à-dire que dans votre société, ils vous démontrent en fait la faille que vous avez. Ouais. Ils vous montrent ce que le pirate pouvait faire pour pouvoir vous sortir, par exemple, un fichier pour accéder à votre système ou pour rendre indisponible votre serveur. Ah, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu, ça ne nous rassure pas tellement parce que il y a aussi le problème des codes bancaires très souvent piratés, et puis on a les numéros de votre carte bancaire et ça c'est compromettant pour votre compte. Bon, ça aussi, pour les banques, pour la partie bancaire, par exemple pour les cartes bancaires, quand on vous livre votre carte bancaire, dans toutes les banques, on vous signale que vous devez ne pas remettre surtout les cartes qui font des paiements en ligne, les cartes Visa, Mastercard. Ouais. On vous dit que vous ne devez pas rendre public les informations du numéro de votre carte, la date d'expiration, et il y a un code derrière. Ouais. On vous dit que vous ne devez pas rendre ça public. Donc, et quand vous faites la réservation d'un hôtel, par exemple, je dois aller à Paris, je réserve la carte, la chambre via ma carte bancaire. Alors, la sécurité est tellement vaste. Elle est tellement vaste parce qu'il y a tellement de choses à suivre à la lettre. Ouais. Parce qu'avec une moindre erreur, vous gardez très bien votre carte bancaire, mais vous ne faites pas attention à là où vous mettez vos informations. C'est ça. La carte, les numéros de la carte est parti et le code CVV est parti et une personne peut l'utiliser sur Internet sans que vous puissiez savoir pendant que vous la gardez jalousement dans votre porte-monnaie. Alors, pour nous résumer un peu au niveau de cette première partie, nous partons toujours de fameux compte Twitter de Omar. Vous êtes là, on pirate votre compte, vous êtes en soirée chez vous, et votre compte fonctionne normalement. C'est ça? Comment, dans combien de temps vous pouvez constater que votre compte est piraté? Alors il y a deux cas. Oui. Il y a le premier cas où on utilise un compte similaire. Là, vous allez continuer à utiliser votre compte comme vous voulez. Mais il y a le cas où on vous a usurpé votre mot de passe. Ah, donc il faut aussi... Donc, oui, parce que le mot de passe, il faut savoir quelles sont les informations que je dois protéger, qu'est-ce que je ne dois pas rendre public. Est-ce que même au niveau, on quitte au niveau personnel, on va même dans l'entreprise, est-ce que si mon directeur général me demande mon mot de passe, est-ce que je dois lui donner ou pas? Le mot de passe est confidentiel. C'est confidentiel, personnel, donc... même pas sa femme. Interdit, même pas sa femme, ses enfants. Il est même interdit de l'écrire sur un bout de papier. On le retient. Il faut le mémoriser. Justement. Donc ça veut dire dans ce cas-là où on vous a pris votre mot de passe et que quelqu'un d'autre s'est connecté, il peut garder le même mot de passe. Donc vous commencez à utiliser à deux. Peut-être qu'il est juste à aller dans votre boîte mail ou dans votre compte Twitter, juste pour voir en fait les messages privés que vous recevez. Alors si ce n'est pas pour ce cas-là, si c'est vraiment pour vous nuire, il change de mot de passe, immédiatement vous allez savoir que vous n'êtes plus en mesure d'accéder à votre compte. Si c'est pour vous nuire, donc il peut être là en train de lire tout ce que vous recevez comme message, il ne dit rien. Oui, il peut ne rien dire. Par exemple, une personne qui utilise sa messagerie électronique, il a un compte entreprise ou un compte Gmail ou Yahoo. C'est ça. C'est-à-dire qu'on vous a pris votre mot de passe et la personne commence à l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'endroits où sauvegarder certaines informations confidentielles et ils préfèrent les mettre dans leur boîte mail. Alors qu'est-ce qui est conseillé à ce moment-là? Faut-il changer de mot de passe semestriellement ou trimestriellement pour brouiller un peu de piste ou qu'est-ce qui est conseillé? Bien sûr, c'est ça. Il faut pas seulement ça. Dans le cadre de ce qui s'est passé par exemple, ce n'est pas, vous ne détectez pas que vous avez été piraté seulement parce qu'on a publié quelque chose. On peut pirater votre compte et on est en mode lecture, en train de lire vos messages.
Ah, c'est ça. Donc, il y a des cas où on pirate votre compte et la personne est en mode lecture, en train de lire seulement. De lire. Et vous-même, vous savez qu'est-ce que vous écrivez à vos contacts. Peut-être c'est des affaires. Oui, c'est ça. Et la personne peut aussi peut-être appeler l'autre personne, je ne sais pas, votre correspondant pour dire c'est moi, envoie-moi cette somme d'argent sur tel numéro. Voilà. Et il efface du coup les messages. Exactement. Donc c'est très important d'échanger à tout moment les mots de passe. Ah, le mot de passe. Et il semble que pour le mot de passe, il faut éviter la date de naissance, éviter le nom de famille, semble-t-il. Il faut compliquer un peu. Il faut éviter tout ce qui a trait avec vous. Vos enfants, votre famille, votre nom. Voilà. Votre mot de passe peut être astral, planétaire. Là, moi, je change de demain. Non, je donne juste des exemples. Il faut changer. Parce que mes mots de passe, c'est souvent mon nom, j'ajoute... Non. Ça, c'est déconseillé. Hein? Oui, c'est déconseillé. En fait, pour se protéger contre ça, on va encore plus loin. Oui. Ça veut dire qu'au-delà de changer son mot de passe régulièrement, il faut déjà commencer par mettre un mot de passe qui peut être compliqué, facile à retenir. Ça, je pourrais... Oui. Wow. Il y a une façon de faire un mot de passe très compliqué, mais quand même facile à retenir. Un mot de passe compliqué que les logiciels qui font du brute force attaque ne pourront pas craquer en moins de 100 ans, par exemple. Exemple. Vraiment. Concrètement, enfin... Un exemple, je vous donne une phrase. Une phrase. J'aime la vie. J'aime la vie. La phrase « j'aime la vie », elle est très simple à retenir. Mais vous prenez juste « A ». Dans toute la phrase, vous remplacez les « A » par les arrobases, les « I » par les « 1 », les « E » par les « 3 », les espaces par les signes $. Vous avez un mot de passe hyper compliqué que n'importe quel logiciel de brute force ne pourra pas bypasser ce mot de passe-là. Il n'est pas très long? Il est long mais facile à retenir. J'aime la vie. J'aime la vie. On retient ça très facilement. Oui, c'est ça. Oui. Je ne recommande pas aux gens d'utiliser la phrase « j'aime la vie ». Ça, c'est juste pour un exemple. Oui. Donc, à part le fait d'avoir un mot de passe compliqué, il faudrait aussi aller, si l'application a ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, c'est l'authentification au-delà du mot de passe. Soit il vous rajoute un coup de fil, ou vous recevez un SMS avec un code supplémentaire que vous pouvez rajouter. Alors tout le monde le fait aujourd'hui, Facebook le fait, Instagram le fait, LinkedIn le fait, Google le fait. Ça veut dire que quand vous créez un compte, c'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, au lieu d'avoir toutes ces informations, il faudrait avoir aussi des gens auprès de qui on peut se fier pour avoir de l'accompagnement dans ça. C'est-à-dire si vous avez une authentification multifacteur, la personne qui pirate votre mot de passe doit aussi avoir votre téléphone avec lui. Donc il devient difficile de pouvoir prendre la main quand vous n'avez pas le téléphone de la personne. Vous avez obtenu son mot de passe, il vous a peut-être rempli ça sur un formulaire, mais vous n'avez pas son téléphone pour avoir le code qui lui est envoyé par SMS pour ensuite le saisir. Alors prenons le cas, parce qu'on est parti du cas de M. Omari, il porte plainte. Qu'est-ce qu'il peut obtenir? Alors, quand il porte plainte, là on revient maintenant sur la loi sur la cybercriminalité. Criminalité. Voilà. Donc j'ai appris qu'il y avait une loi sur la cybercriminalité qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour validation. Mais qui n'est pas encore traitée. Qui n'est pas, je ne sais pas si c'est traité ou pas, mais à l'heure où nous parlons, je suis quand même dans un regroupement des acteurs de la cybersécurité. Pour la plupart, j'essaie de poser des questions. S'ils ont le contenu de cette loi-là, je suis sûr que ça a été édité par des juristes. Je ne sais pas s'il y a eu des experts en cybersécurité qui ont intervenu pour pouvoir rajouter la pierre. Mais là, en ce moment, c'est en cours de validation. Mais tout ce qui se fait aujourd'hui, parce que je fais aussi de tout ce qui est investigation cybercriminelle. Donc tout ce qui est crime, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas encore de loi validée pour ça, c'est-à-dire que c'est considéré, on assimile ça à des actes de vol, à des actes de destruction, que un vrai crime cybercriminel. Aujourd'hui. Donc comme il a porté plainte, normalement le procureur va tenir compte du fait qu'une personne a voulu nuire. Alors que dit la loi quand une personne a besoin de nuire l'autre? C'est ça. Voilà, ils vont se baser plutôt sur base de ça. Est-ce que c'est facile de retrouver les hackers nuisibles? Oui.
Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est faisable. Je suis également enquêteur numérique. Je fais les enquêtes numériques, audit des systèmes informatiques. Exact. Il y a la formation que j'ai faite permet au fait d'éprouver un acte cybercriminel à la cour. Par exemple, il y a eu cyberattaque. Nous sommes capables de faire des investigations numériques. Mais ces investigations numériques, je peux dire qu'il faut au préalable parler avec la victime. Et par rapport à ce que la victime va dire, on pourra facilement déceler et même localiser la personne. Mais ce sont des choses qui s'est fait, mais qui sont aussi complexes. Ce n'est pas comme dans les films, on voit, il y a directement, non, la personne est dans tel ou tel autre endroit. Ça s'est fait avec les sciences forensiques. Mais avant de les faire, il faut avoir une note du procureur, bien sûr. Le procureur doit faire appel à un témoin expert. Donc, en tant qu'auditeur informatique que je suis ou enquêteur numérique, je ne peux pas faire des investigations sans une note. C'est-à-dire, comme il a porté plainte, et le procureur, je ne sais pas s'ils sont là également ici en RDC, les enquêteurs numériques, mais moi je suis enquêteur numérique, il va faire une note et il va me désigner comme témoin expert. Le témoin expert, c'est la personne qui vient après une cyberattaque et il vient démontrer qu'est-ce qui s'est passé, ou alors tracer la personne qui a causé ces problèmes. C'est possible, mais ce sont des processus qui peuvent prendre assez de temps. Assez de temps, oui. Donc, comme il vient de dire, le procureur va faire ce qu'on appelle une réquisition. Il fait une réquisition pour qu'un expert puisse... Et il relate les faits et il fait ses demandes. En fait, il relate ce qu'il veut avoir comme information. C'est ça. Alors, à partir de là, maintenant, il y a toute une longue procédure à faire selon le cas. Pour le compte Twitter, il y a une procédure. Pour un compte Google, il y a une procédure. Pour un vol de banque, c'est une procédure. Donc voilà, il y a plusieurs procédures comme ça qu'on utilise. Mais tout commence par une réquisition officielle des services étatiques, donc notamment tout ce qui est juridique. Mais entre-temps, par exemple, M. Omari peut changer maintenant de compte. Il peut garder. Alors, s'il a été piraté et que la personne a pris la main de son compte en changeant le mot de passe et en allant modifier le numéro de téléphone de secours ou l'adresse email de secours, là... il est dans l'insécurité. Il peut oublier. Il peut oublier, mais il y a une possibilité de réclamer au niveau du propriétaire de l'application. C'est-à-dire que auprès de Twitter, il peut réclamer pour dire que voilà, j'ai été piraté, mais alors là, il va devoir démontrer que c'est à lui. On va lui poser un certain nombre de questions pour qu'il puisse préciser que c'est lui, effectivement. Et après leurs enquêtes aussi, ils vont maintenant confirmer que le compte appartient à M. Omari, et à ce moment-là, ils peuvent lui demander son adresse email et il lui envoie un nouveau mot de passe par défaut que lui va maintenant pouvoir modifier. Mais en fait, comme il y a toutes les possibilités pour pirater tout ce qu'on veut, il y a aussi des possibilités pour retracer ce qui a été fait. Voilà. Mais c'est embêtant d'être piraté donc. C'est très gênant. Très gênant. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi la cybercriminalité est en vogue actuellement en RDC et en Afrique? Bon, justement parce que la majorité des personnes, comme on le dit toujours, pourquoi est-ce qu'on utilise Windows aujourd'hui? Parce que c'est le système de cotation le plus facile. Exact. Et pourquoi est-ce que sur Windows il y a tant de virus que sur Mac ou sur Linux? Je n'ai pas dit que sur Linux il n'y a pas de virus, il y en a également. C'est-à-dire que les pirates se disent qu'il y a des proies. Nous ne sommes pas du tout sécurisés. Parce qu'à l'époque, on était obligé, par exemple, en entrant ici à la RTNC, il y a plein de militaires dehors. C'est ça. Ils nous ont posé des questions. Si nos noms n'étaient pas à la réception, on n'allait pas entrer. C'est ça. C'est ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, on empêchait des personnes d'accéder à des zones sensibles. Mais aujourd'hui, le piratage informatique consiste, donc les anciens harceleurs, les anciens criminels se sont transformés en cybercriminels. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous empêchez des gens à entrer à la RTNC? Peut-être qu'ils peuvent venir faire n'importe quoi. Exact. Ok. Mais aujourd'hui, les criminels de l'époque peuvent agir à distance.
Donc cela montre que la cybersécurité est quelque chose de très important. Et si aujourd'hui, en RDC, il y a beaucoup plus de piratage informatique, qui s'effectue, c'est parce que nous ne sommes pas protégés et nous ne sommes pas informés. Mais vous en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là pour un peu aider la RDC à se protéger? Déjà, nous sommes High-Tech Consult, nous sommes une entreprise de vente de solutions informatiques. Nous avons des partenariats avec plusieurs entreprises. Il y a la Robank, il y a le ministère du Budget, etc. Et nous offrons également des formations de sensibilisation sur la cybersécurité. Aujourd'hui, la cybersécurité ne concerne plus seulement les entreprises, mais aussi les individus. Vous voyez, à tout moment, il y a des vidéos des gens qui surkillent. C'est justement parce que ces gens ne sont pas sensibilisés. Les gens ne sont pas sensibilisés. Et ce que nous faisons depuis toujours, nous avons également un support qui vise à protéger les entreprises. Nous avons également, dans notre entreprise, un centre également qui forme des gens sur la sécurité informatique, sur les bonnes pratiques de sécurité informatique, ce qui peut sauver une nation. Il ne faut pas avoir peur du genre, si je viens apprendre, moi aussi je risque de commencer à pirater. Si aujourd'hui les États-Unis sont forts, c'est parce que tout le monde est fort. Nous avons intérêt à étendre cette science à travers la République, afin que nous puissions peut-être faire face à d'autres nations. Donc c'est important qu'il y ait beaucoup de gens qui maîtrisent ça. Cela va faire en sorte que nous puissions aussi être en avant, comme d'autres pays très développés, je ne cite pas les noms. Et quelle est l'expérience que vous avez dans la cybersécurité? J'ai beaucoup d'expérience. J'ai eu à traiter beaucoup de cas. J'ai eu à protéger beaucoup d'entreprises ici en RDC. Ici, localement. J'ai eu également à former, je peux parler de plus de 2000 étudiants parce qu'aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine de cybersécurité. Mais tout ce que j'ai remarqué, c'est que les gens viennent souvent apprendre, mais quand ils arrivent dans nos centres, la majorité des gens n'avancent pas vraiment parce que ce qui s'attendait, ce n'est pas ça. Or, les hackings, j'ai bien dit, c'est comme un médecin. Donc quand vous viendrez peut-être vous faire former, on va vous enseigner l'informatique. Voilà. Sans vous faire voir comment, moi je vous dis juste regardez, vous voyez ça, c'est un compte Facebook. Le mot de passe des comptes Facebook est logé sur ces fichiers. Si tu fais ça, tu pirates. Mais on ne va pas dire regardez comment on pirate, on vous donne l'anatomie seulement d'un système informatique. Et la majorité des gens quand ils viennent, souvent ça les ennuie. Ils se disent qu'il y a plein de choses qui ressemblent aux mathématiques. C'est vraiment un peu ça. Mais à mon avis, j'aimerais que 80% de la population congolaise, que vous soyez journaliste. Parce qu'aujourd'hui même vous, si demain vous apprenez qu'on a piraté votre compte, c'est ça. En tout cas ça va vous faire très mal. Très mal. Et sachez que ça touche la vie de tous. Ah oui. Oui. Donc ça concerne les journalistes, les présidents de la République, je ne sais pas, les footballeurs. Donc ça concerne tout le monde. Tout le monde. Et c'est une cyberguerre. Moi, je me suis étonné quand il y a eu la Covid-19. Ah oui, c'est ça. Moi, en tant qu'expert, je m'attendais à une pandémie numérique. On s'attendait parce que la prochaine guerre pourrait, j'ai bien dit pourrait, être une guerre cybernétique. Ah, c'est ça. Quelqu'un dans sa chambre en train de voler l'argent. Il n'y a même pas moyen de l'arrêter parce qu'il n'est pas avec vous, mais vous voyez des transactions. Donc, c'est ça. Donc, la prochaine guerre mondiale pourrait être cybernétique. Et à mon avis, il est temps vraiment de nous réveiller, de s'intéresser à ça. Même si vous n'allez pas faire la formation, mais c'est important, ce genre d'émission, ça réveille aussi l'esprit. Parce que je sais, c'est la chaîne la plus suivie. C'est déjà. Ça. Alors, c'est ça que j'allais demander, justement, si la cybersécurité est négligée, quels sont les risques que nous encourons? D'abord, il y a la perte de la propriété intellectuelle. Ah, c'est ça. Il y a, d'abord, c'est ça. C'est ça. Il y a la perte d'information. Si aujourd'hui Bill Gates est l'homme le plus riche du monde, c'est parce qu'il est informaticien. Et informatique veut dire information. Bill Gates est l'homme le plus riche du monde parce qu'il a l'information. Et l'informatique, c'est l'information. Donc, avoir une idée sur l'information, c'est avoir le pouvoir. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Regardez comment est-ce qu'on protège cette chaîne avec des militaires. Ah oui, parce qu'il y a l'information ici. C'est justement parce qu'il y a l'information. L'information, oui, c'est ça. Et donc, l'information, c'est quelque chose de très, très, très important qu'il faut protéger. Et être expert en sécurité informatique ou avoir des notions en sécurité informatique,
c'est protéger son information. Je ne sais pas quel genre d'information que vous pouvez protéger dans votre vie privée, qui est primordiale. Vous-même, vous savez, mais chacun de nous-mêmes, les téléspectateurs, savent bien ce qu'ils protègent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'allais demander à Ngoma justement comment sécuriser les données des entreprises et les données des privés. Alors, je voulais faire des compléments à ce que vient de dire tout à l'heure. Je voulais d'abord commencer par, quand vous aviez demandé comment les piratages deviennent en vogue en fait. C'est ça. Ça vient avec l'évolution de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les gens n'avaient pas la possibilité de filmer et s'envoyer des vidéos facilement, aussi facilement. Exact. Le nombre d'accès à la téléphonie mobile n'était pas le nombre qu'on a aujourd'hui. Donc avec l'évolution, le coût d'Internet aussi n'était pas le coût qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut dire que si le ministre de PT-Antic nous fait une grâce nationale, c'est ce qu'on attend d'ailleurs, avec tous les nouveaux câblages qu'on va rajouter par rapport à la fibre optique et tout ça. En fait, si le coût d'Internet baisse, ça veut dire que le taux d'accès à la téléphonie mobile va aussi augmenter. Si le taux d'accès à la téléphonie mobile augmente, le coût d'achat d'équipements va baisser et tout le monde aura accès à l'ordinateur ou à un téléphone. Et donc, ça va faire en sorte que la plupart des gens qui ont accès seront vulnérables à tout ça. Parce que s'il n'y a que 200 000 personnes, par exemple, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qui sont utilisateurs de certains outils, le besoin n'est pas assez grand. Et plus on évolue, on a plus de potentialité de pouvoir faire une attaque même au grand public, et puis celui qui va tomber au piège, on l'attrape. Donc ça vient avec l'évolution de la technologie. Plus il y a des nouvelles choses qui arrivent, plus il y a des nouveaux risques qui s'ajoutent. On n'avait pas avant des risques sur les piratages des comptes, des vols d'identité, mais aujourd'hui on les a. Donc, par rapport aux risques, ce que les personnes et les entreprises risquent, en fait, moi je peux dire aujourd'hui, je donne juste un seul exemple. Une société de télécommunications qui n'arrive pas à réactiver les cartes de recharge de leurs abonnés pendant 3 jours. Ça veut dire que tous les abonnés vont quitter à gauche pour aller à droite. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez à une banque et vous trouvez que leur système de carte électronique ne marche toujours pas, parce qu'il y a quelqu'un malveillant qui a lancé une attaque, qui a fait en sorte que le système devient inaccessible, qu'on appelle un déni de service, automatiquement, il va chercher à avoir un compte chez les voisins. Bon, imaginez que vous avez ce risque-là. J'ai eu un coach international à qui j'ai envoyé une vidéo pour lui sensibiliser, pour rajouter de l'authentification multifacteur. C'est ça. C'est un monsieur qui a une page Facebook avec plus de 800 000 abonnés. C'est-à-dire c'est un effort de très longue date. Et il y a eu quelqu'un qui a tenté de lui faire ça. C'est un coach en développement personnel, mais lui-même était démotivé. C'est un motivateur, mais il a fait une vidéo étant démotivé parce qu'il s'est dit « je ne saurais pas refaire ça ». Vous imaginez tout ce que vous perdez. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, vous mettez tous vos accès dans votre messagerie électronique. Vous gardez, vous dites que Google, c'est l'endroit idéal pour moi pour stocker mes données. C'est ça. Mais il y a quelqu'un qui récupère ça. Votre mot de passe d'accès à votre compte bancaire, le web banking et tout ça, il récupère et il fait ce qu'il peut faire. Il peut faire avec. C'est-à-dire, ça part vraiment de juste une information que le pirate peut avoir, à la mort ou à la faillite d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que vous recommandez? Oui, ajoutez d'abord. Oui. Encore, ce que le piratage peut encore faire, je vous donne l'exemple aux États-Unis. C'est ça. Aujourd'hui, il y a la mort numérique aux États-Unis. La mort numérique. Oui. C'est-à-dire, je ne vous aime pas, vous m'avez fait du mal dans le passé et je suis hacker Black Hat. Ah, ok. Là-bas, tout est dans le numérique. Quand il y a un nouveau-né, on les met dans les registres. Automatiquement. Ici également, nous avons des bases de données, mais qui ne sont pas encore numériques. Exact. Quand vous mourrez, on met votre nom dans la base de données des morts. Donc, il y a un acte de décès qui sort. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un acte de décès? D'office, vos comptes bancaires sont bloqués et on cherche à avoir votre testament. Exactement. On va donner à qui? Et aujourd'hui, aux États-Unis, dans des pays développés, quelqu'un ne vous aime pas, il vous tue numériquement. Vous partez prendre de l'argent en banque comme ça, il y a déjà un acte de décès.
Donc, parce que les Américains, ils croient vraiment beaucoup plus à ce qu'ils voient. Hein. Oui, ce qu'ils voient, c'est que vous êtes mort. Oui, il ne va pas fuir, il sait que ce n'est pas un fantôme, mais il doit y avoir un souci. Et on gèle votre compte. Ah oui. Et vous arrivez, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous ne pouvez plus faire des transactions, vous ne pouvez plus... C'est la mort numérique. Voilà ce que le piratage informatique peut faire. Je vous donne un autre exemple. Non, cet exemple peut pousser aux gens à faire ceux le qui mal. sont à la maison, c'est pas notre. Alors, ça, je voudrais... on est dans un pays où le niveau d'études n'est pas très très élevé. Quelles recommandations avez-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Comment faire? S'il faut que je donne une recommandation, ça veut dire qu'il faudrait commencer par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Ah, voilà. Ça veut dire qu'il faudrait inciter, sensibiliser dès le bas âge. Exactement. Non seulement au numérique, mais aussi sur les cyber-risques qui existent. Donc c'est ce qu'il faut déjà faire. Ouais. Mais au-delà de ça, ce que moi je peux recommander, et aux personnes physiques et aux entreprises, de manière générale, il faudrait avoir une personne auprès de qui on peut poser des questions avant d'agir. Comme aujourd'hui, presque tout le monde a un avocat, presque tout le monde a un médecin. Ça veut dire qu'il faudrait aussi avoir un expert ou une entreprise comme HTC avec Christian, qui peut vous apporter des solutions ou des conseils dans ce domaine-là. Exact. Donc, vous n'allez pas tout connaître, vous n'êtes pas expert, vous devez rester expert dans votre domaine. Oui. Il faut avoir le minimum. Il faudrait avoir le minimum. Et ce minimum-là peut vous être donné par des sensibilisations que nous faisons. Moi, je fais beaucoup de sensibilisations aussi sur les risques sur Internet que je partage. C'est ma pierre que je mets dans l'édifice. Donc, il y a ça que je fais. Et puis, il faut beaucoup de sensibilisation, même au niveau des entreprises. Exact. Au niveau des entreprises, beaucoup négligent cette partie-là aussi. Il faudrait que dans les entreprises, que les sensibilisations soient faites. Et puis que les entreprises aussi aient un responsable de sécurité, système d'information, ou carrément se fier à une société comme HTC qui propose des solutions de sécurité. Alors Christian, recommandation pour ceux qui nous regardent. Là, maintenant, bon, je sais que peut-être Omar est en train de suivre aussi. Il a besoin d'une recommandation aussi pour protéger son compte Twitter. Oui. Ou sur ce qui lui est arrivé d'abord. Mais ça peut arriver à n'importe qui. D'abord, sur ce qui lui est arrivé, c'est un haut cadre déjà. Oui. Et normalement, ma recommandation serait beaucoup plus logique. Dans le sens, chaque ministère et chaque institution doit se doter d'un expert en sécurité informatique. Parce qu'on peut aujourd'hui vous dire, bon, il y a des procédures à faire, tout ce qu'on a fait ici, ce sont des produits, des résultats des durs labeurs du passé. Je ne saurais pas expliquer tout ce que j'ai à dire ici à la télé. Donc tout ce que je pourrais dire, je vais donner des bonnes pratiques d'abord des 1, et ensuite je vais donner des recommandations. Exact. Par exemple, dans chaque ministère, il faut avoir un expert en sécurité informatique, même consultant. Du genre, il vient là, peut-être 2 fois la semaine, il check tous les systèmes. Voilà. On ne parle pas seulement de Twitter. Je vous parle par exemple, ici à la RTNC, un pirate qui entre dans votre système, qui supprime seulement par exemple les données de 2016. On est foutu. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, là, je ne parle même pas de WhatsApp, ni Twitter. Oui, c'est ça. Oui. Donc, l'expert ne va pas juste là venir dans ces institutions juste pour protéger les comptes Twitter ou Instagram des gens. Mais il sera là dans tout ce qui est numérique. Ça veut dire protéger d'abord les parcs informatiques et ensuite sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous donner des bonnes pratiques. Du genre, quand on vous envoie un lien, ne cliquez pas. Mais demain, il y aura des nouvelles types d'attaques cybernetiques qui vont apparaître. Je ne saurais pas toujours commencer à venir vous dire il y a un nouveau virus qui arrive. Exactement. Donc ce qui est très important, c'est soit c'est former, soit c'est doter d'un expert qui pourra, dans chaque, pas seulement au ministère, mais je parle aussi d'institutions comme la RTNC. Ouais. Donc un expert qui vient auditer tous les matériaux, si tout va bien, il vient analyser, il vient auditer et voir s'il n'y a pas, parce qu'il y a d'autres cyberattaques qui ne vous laisse pas comprendre qu'il y a quelque chose de mal. Exactement. Quelqu'un qui entre dans le système, il ne supprime rien, il ne fait rien. Lui, son travail, c'est de regarder. Parce que si aujourd'hui d'autres chaînes voient comment la RTNC gagne, ils vont devenir la RTNC. Exactement. Donc, il y a des politiques que vous appliquez, la manière dont votre administration fonctionne. Si d'autres personnes polycopient ça, il va se passer qu'il y aura... Vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ça nous et donc, ce qui est très important, c'est de se doter d'un expert et... pour des bonnes pratiques,
je pense qu'on a parlé de mots de passe forts avec de mots de passe complexes avec des caractères spéciaux, et ne pas cliquer sur n'importe quel lien, et surtout appeler un expert lorsque vous voyez que quelque chose ne marche pas. Tout de suite. Tout de suite. Faut même pas traîner. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Et par exemple, dans son compte, dans son compte, par exemple, ce qui s'est passé, bon, je pense que après là, on va discuter pour voir comment supprimer, mais supprimer ces faux comptes, mais c'est une procédure qu'il faut suivre. Et c'est très difficile que j'explique ça ici, j'étale ça ici, mais je pense qu'on aura une solution même pour lui aussi. Très bien. Oui. Voilà, non merci, un plaisir. Bon, je sais qu'en France, il y a tout un secrétariat d'État, par exemple le vice-ministère chargé du numérique, peut-être au prochain remaniement, pourquoi pas, comme on a un vice-ministère chargé des Congolais de l'étranger, on peut aussi, compte tenu de son importance, n'est-ce pas, l'informatique est très très important, peut-être qu'au niveau de l'antique du ministère, peut-être qu'il y a une section, mais et on souhaite qu'on ait par exemple un vice-ministre chargé du numérique. C'est très très important, peut-être que là il y aura beaucoup d'experts, on peut développer et puis ça pourra nous permettre, n'est-ce pas, de nous protéger parce que c'est très très important. Je remercie à votre nom Christian Matala et bienvenue Ngoma, ils sont venus, ils vous ont apporté les premières informations. Nous sommes partis du cas qui est arrivé à Omari, son compte Twitter a été piraté, vous avez suivi dans les images, il est allé se plaindre auprès du procureur. Et voilà, nous sommes dit non, il faut ouvrir les yeux des Congolais, c'est très important, c'est bien de manipuler les appareils, mais encore faudra-t-il d'avoir les minimums sur les appareils que nous utilisons pour éviter à ce que nos comptes soient piratés. Je crois que c'était un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau de la télévision congolaise. Ce n'est pas la dernière fois. N'hésitez pas de nous contacter si vous estimez qu'il y a des orientations à donner, des recommandations, éventuellement des conseils à prodiguer à nos téléspectateurs. Et moi, j'attendrai les feedbacks. S'il y a beaucoup qui m'écrivent, qui réclament que nous puissions répéter cette émission, je vous recontacterai et à ce moment-là, ça sera bien pour nous. Merci, j'espère que vous avez passé un bon après-midi. Mais maintenant, avant de nous séparer, je sais que vous aimez le foot et nous sommes dans une période de confinement. Vous êtes à la maison pour la plupart, vous ne sortez pas. Toutes les installations sportives sont fermées. Nous, sportifs, nous sommes respectueux des recommandations des autorités politico-administratives. Nous attendons les signaux. Les jours qu'on va dire « revenez au stade », nous allons y retourner. Mais en attendant, je vous propose un match qui vous intéresse. C'était le 31 mars 1985 au stade de Brazzaville. J'étais là, j'étais jeune journaliste. Il y avait Paul Bassunga avec Gabio qui avait commenté ce match. Et nous vous proposons juste les moments forts. C'était dans le cadre du premier tour qualificatif des éliminatoires de la CAN Égypte. C'était combien L'Égypte 1986. Je vous donne seulement le match retour à Kinshasa, c'était 0-0, mais l'essentiel avait été fait à Brazzaville. Et je vous propose cette détente.
termes de cadeaux, nous pensons que le public va faire ça jusqu'à la fin du match, ce qui nous permettra de vivre un véritable Tao, parce que généralement le public africain, il applaudit au début du match. Donc, Chaleur qui a réussi à passer doucement le
le ballon sur la gauche. Les deux formations ont commencé sur un rythme un peu là. Question de s'observer. Une chose est vraie, c'est que de part et d'autre, voilà, des très bons joueurs, des joueurs qui se connaissent puisqu'ils se sont rencontrés ici à Brazzaville, à Kinshasa, et des joueurs qui bien sûr se connaissent un peu parce que les Africains, vous le savez, surtout quand ils sont à l'étranger, ils sont ensemble, qu'ils soient à Paris ou à Bruxelles, à Marseille ou ailleurs, eh bien ils se contactent, ce sont des joueurs qui se connaissent. Nous sommes certains que dans ce match, ce que nous allons plus vivre, c'est vraiment un spectacle de football. Là, c'est vous m'avez sur place, ce qui est un peu différent de l'équipe d'Israël qui commence déjà avec les joueurs venus d'Europe, du moins au niveau de la CAN. Et là, le match semble équilibré. Quand on rate d'un côté, on repart de l'autre côté. Mais en tout cas, là, c'est pas du tennis. En tout cas, on est bien sur un terrain de football. Et c'est des matchs qui vont être sensationnels, certainement. Et le plus en fait, c'est le public qui n'a pas manqué de venir nombreux. C'est vrai, parce que les rendez-vous entre les Congolais et les Ivoiriens, de leur mettre en état. Cette balle va être renvoyée dans le camp alors que cette balle va être renvoyée dans le camp des Congolais. Avec Bomba qui a carrément Bomba tout de suite, Bomba qui prend sa balle, les Congolais qui continuent ici. Là, le Congolais, les Pays-Bas qui ne veulent se défendre, non, ça va. Masengo qui part, va trouver Kabongo qui revient un peu en arrière. Et comme nous l'avons dit, le match est plein en intensité. On va d'une part à l'autre. Là, ce sont les Aïrois qui perdent le ballon. Lomba. L'équipe de Saudi Plus, le leader de Ouakaba. Les Aïrois vont contre-attaquer avec
quelques erreurs sur la numérotation qu'on nous a donnée parce que c'est Mbungu qui avait pris le ballon et c'est Moutoubélé qui retarde un peu l'action, remettant Toubilandou. Toubilandou, l'un des rares joueurs sur ce terrain à avoir évolué en Coupe du Monde car il est en 74 dans l'équipe du Zaïre de la Coupe du Monde. Mais ici, je vois qu'il y a deux joueurs qui se connaissent. Non seulement, nous l'avons dit, ils ont joué à Marseille, mais deux joueurs qui ont également évolué en éliminatoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est Ndomba et Lokombo, qui ont joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique en 1981 dans Kinshasa à Brazzaville. C'est Brazzaville d'ailleurs d'abord depuis à Kinshasa. Ça va se faire encore maintenant. Oui. Brazzaville d'abord pour les éliminatoires de la Coupe des Nations de football. Kinshasa ensuite contre les Congolais avec Bonazebi. Oui. C'était là une belle ouverture sur la droite. Mais avec la précipitation et surtout l'apport du match. C'est un match très important. Vous savez que c'est difficile pour le public qui eut un peu ces joueurs-là. Le public n'a pas le poids du match comme le ressent les joueurs comme là Bonazebi sur la droite. Il voulait peut-être un peu bien faire, mais c'est son pied droit qui l'a trompé. Alors que le pied gauche voulait calmer le ballon, le pied droit l'a précipité à la sautée pour ce ballon donné à Toubilandou. Toubilandou qui est calme, il donne à Congolo. Congolo qui le fait à Toubilandou, d'autant de gagner quelque chose et de permettre à ses coéquipiers de se placer. Toubilandou de la main, ce qui est d'ailleurs bon car un gardien de but quand il s'est lancé de la main, il permet à ses coéquipiers de mieux contrôler le Congo. Oui, là c'est le Congo qui revient. Moutoubélé. Ballon manqué par le Zaïrois. Et 15e minute de cette première période. Maintenant 15e minute, on est toujours à 1 pour les Zaïre et 0 pour l'équipe de Diable. Les Zaïrois qui repartent avec un service de droite. Ballon bien renvoyé par la défense. Une récupération de Massengo. qui ouvre pour un partenaire qui monte bien, je crois que c'est Kalau. Ballon pour les Aïwa et la défense congolais surveille bien. Un ballon qui va peut-être sortir, non? Bon comportement là. Oui, il y a eu un peu de précipitation.